Est-ce qu'aujourd'hui, on peut guérir du diabète? Oui. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis n'importe quoi, il y a encore Burger, il y a pire. Aujourd'hui, des personnes qui courent 2 heures par jour, j'en connais pas beaucoup. Alors, mon conseil, Ross, le diabète, c'est pas la fin du deal. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est toujours ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Enchanté, moi c'est Jules et au fil des épisodes, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, DJ, générique. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir alors cette fois-ci, c'est un professionnel de santé, une professionnelle de santé qui va nous éclairer un petit peu sur le diabète, mais pas que. Docteur Sayedov, bonjour. bonjour, Comment allez-vous? ça va? Depuis 2 minutes, hein. Ça fait bizarre. Merci beaucoup, docteur, de votre présence dans l'émission et de la facilité que vous m'avez donnée de pouvoir vous contacter. Et encore une fois, vraiment merci. Avec plaisir. Docteur, présentez-vous. Dites-nous qui est le docteur Sayedov. Alors, moi, je m'appelle Perle Sayedov, donc je suis médecin nutritionniste. Ce qui signifie qu'à la base, j'ai fait une formation de médecine générale avant de m'orienter vers la nutrition et plus particulièrement le diabète et les maladies métaboliques, les maladies chroniques métaboliques. Donc, c'est quelques années de plus, on va dire, pour accéder à la spécialité. Aujourd'hui, cette spécialité à part entière n'existe plus. Elle a été rattachée aux diabétologues endocrinologues. Donc, aujourd'hui, on trouve de moins en moins de médecins nutritionnistes. Et pour ceux qui se posent la question de la différence entre médecin nutritionniste et diététicienne nutritionniste, oui, on la pose tout le temps. Merci. Vous m'enlevez les mots de la bouche parce que j'allais vous poser la question. Donc, je vous en prie. Donc, ces deux professionnels de santé sont intéressants pour les personnes qui ont du diabète, d'accord? C'est juste qu'on ne va pas faire la même chose. La diététicienne nutritionniste, c'est celle qui va vous demander qu'est-ce que vous mangez, combien vous mangez, quand vous mangez. Voilà, elle va vraiment se focaliser sur votre alimentation proprement parlée, les quantités, les fréquences, les doses. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de la diététicienne. Donc, on va dire que toutes les personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui veulent juste s'améliorer, on va dire, sur le plan de l'alimentation, ont tout intérêt à aller consulter une diététicienne nutritionniste. D'accord ? Pour les personnes qui, malheureusement, vont avoir des problèmes de santé qui sont liés à l'alimentation, donc comme par exemple le diabète, là, on va avoir intérêt à aller voir, en plus de la diététicienne, je veux dire l'un n'empêche pas l'autre, un médecin nutritionniste dont le rôle, en fait, va être de chercher toutes les autres pathologies qui peuvent être liées à l'alimentation. D'accord ? Parce que c'est un peu naïf de penser que quand on a des problèmes d'alimentation, pas forcément qu'on mange mal, mais aussi que notre corps, il assimile pas bien, que ce soit les glucides ou d'autres nutriments, ouais. Ça ne crée pas d'autres problèmes dans le corps. C'est pour ça que d'ailleurs souvent le diabète de type 2 est souvent lié à tout un tas d'autres pathologies. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, il y en a des connus comme l'hypertension ou le cholestérol, il y en a des moins connus comme l'apnée du sommeil ou la stéatose hépatique, le problème de foie. Voilà. Et donc, c'est vrai que souvent les généralistes commencent, c'est-à-dire qu'ils font un bilan de débrouillage, et c'est normal, c'est leur travail. D'accord. Mais si on veut pousser un peu plus loin, en général, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Ok, docteur. C'est un point intéressant, tiens, que vous touchez là. Donc, dans le diabète de type 2, est-ce qu'il y a souvent ou tout le temps, systématiquement, une pathologie qui est sous-jacente? Alors, une pathologie sous-jacente, il y a des pathologies sous-jacentes, il y a l'insulinorésistance, par exemple. Mais il y a souvent des pathologies associées. Okay. Ça veut dire que quand on a, par exemple, un diabète... Alors, je parle du diabète de type 2, qui n'est pas du tout la même physiopathologie que le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, on sait que c'est des personnes qui vont avoir plus souvent un risque plus important d'avoir d'autres maladies métaboliques associées. Et donc...
Le généraliste, lui, il fait le dépistage, donc il va trouver tout ce qu'on trouve de façon assez classique sur une prise de sang. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut par exemple être amené à faire une échographie du foie ou une analyse du sommeil pour rechercher une apnée du sommeil, qui sont en fait des pathologies qui sont très fréquemment associées au diabète de type 2, qui est une pathologie qui fait partie du syndrome métabolique, mais qu'on n'a pas l'habitude de façon régulière de chercher. D'accord. Donc voilà, le médecin nutritionniste, lui, il est plus vigilant à ça, et donc, pour moi et mes collègues, ça va être plus évident d'aller les chercher. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre approche, du coup, quand une personne DT2 ou bien peut-être même DT1 vient vous voir, quelle est votre approche médicale? Alors, moi, jusque-là, j'ai eu la chance de travailler dans des structures pluriprofessionnelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais pas seule. J'avais la chance de pas être toute seule dans mon cabinet, d'accord? Ce qui est souvent le cas encore de beaucoup de médecins, mais de moins en moins, puisqu'on se rend compte que pour soigner des maladies métaboliques comme peuvent être le diabète ou d'autres, le médecin seul n'est pas suffisant. Je veux dire, il faut être assez humble pour l'admettre. D'où l'intérêt de travailler avec une diététicienne, avec une psychologue, avec une éducatrice sportive, avec d'autres médecins aussi, d'autres spécialités. On a les ORL ou les pneumologues qui vont faire les analyses du sommeil. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler dans ce type de structure. Donc souvent, quand un patient il vient me voir, après le long premier entretien où j'essaye un petit peu de voir qui j'ai en face de moi, parce que le diabète, ça ne définit pas la personne qui est en face de soi. Mon travail va être de l'orienter vers les bonnes personnes. Donc, oui, moi, je vais faire mon travail de médecin, on va faire les dépistages, s'assurer voilà, qu'il n'y a pas d'autres maladies, qu'il n'y a pas d'autres facteurs métaboliques. Mais ça va être aussi de l'aider parce que avoir un diabète de type... Alors, je vais parler du type 2 parce que le type 1, voilà, c'est vraiment un problème organique, c'est un problème d'organes. Donc vraiment, c'est rare que les diabétiques de type 1 se sentent coupables de leur maladie, on va dire. Mais ça arrive très fréquemment avec les diabétiques de type 2 qui se sentent coupables parce qu'on a passé notre temps à leur dire qu'ils ont trop mangé, qu'ils n'ont pas fait assez de sport, qu'ils n'ont pas pris assez soin d'eux et que c'est limite presque bien fait pour eux, qu'ils l'ont cherché parfois. Donc voilà, le premier travail, c'est de dire non, qu'il faut s'enlever cette culpabilité, que c'est une maladie, et d'essayer de trouver, en fait, dans tous les traitements qu'on a, ce qui va leur convenir. Alors, quand je parle de traitement, je ne parle pas que de médicaments. Parce que ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que ce soit le diabète de type 1 ou type 2, le premier médicament, ça reste ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Alors, évidemment, un diabétique de type 1 ne peut pas se passer d'insuline. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais les mesures hygiéno-diététiques vont être le point numéro 1 de la prise en charge. Et sous ce terme un petit peu barbare, un petit peu médical, il y a énormément de choses qui rentrent. Évidemment, l'alimentation. D'accord ? Donc, l'alimentation, aujourd'hui, tout le monde dans la société est capable de dire que quand on a du diabète, on doit faire attention à ce qu'on mange. Donc, ça, c'est facile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'activité physique. Lutter contre la sédentarité, et c'est encore deux choses différentes, la sédentarité et l'activité physique, mais voilà, en tout cas, les deux sont importantes. Il y a le côté psychologique aussi, d'accord ? Puisqu'il y a des études qui montrent que, par exemple, avoir une bonne estime de soi aide à prendre soin de soi. C'est-à-dire que quand on pense que de toutes les façons, on ne vaut pas le coup et que c'est bien fait pour nous si on est malade, les gens qui pensent ça, ils se soignent moins bien. Donc, redonner aux gens confiance en eux, les aider à se rendre compte qu'ils sont tout à fait capables de prendre soin d'eux et qu'on va réussir à équilibrer le diabète et les autres pathologies, que voilà, il faut aussi les rassurer. Il y a le sommeil aussi, qui depuis quelques années montre de plus en plus son impact dans tout ce qui est problème métabolique, d'accord ? Donc, problème de poids, insulinorésistance, voilà, on voit de plus en plus que le sommeil a vraiment un rôle là-dedans. Donc voilà, c'est tout ça que ça englobe quand on dit mesure hygiéno-diététique. Et c'est déjà pas mal de travail, mais aussi de possibilités. Oui, merci docteur pour toutes ces précisions. Et c'est bien que ça soit dit
de la part de quelqu'un qui est du corps médical. Parce qu'on a souvent tendance à croire, j'en discutais avec pas mal de personnes aussi, que le diabète, c'est que parce que j'ai mal mangé ou parce que je fais pas assez de sport. Non, il y a beaucoup de choses autour et la prise en charge aussi, elle s'articule autour de beaucoup de choses. Et ce sentiment de culpabilité de c'est bien fait pour toi quelque part, on le voit sur les réseaux sociaux, les DT1 quelque part ont beaucoup plus de, entre guillemets, de fierté ou bien même d'aisance à afficher. Oui, Je il suis l'assume beaucoup DT1, plus. voilà. Qu'une personne qui est DT2, ah, t'es DT2, oh là là, bah, faut pas manger des chips, il faut pas manger Ouais, de la il viande. suffirait que tu perdes du poids hein, pour te soigner. Ouais. Ça ne dépend que de toi. Et souvent, bah, ça ne dépend pas que de. Déjà, il y a aussi quelque chose de très important dont j'ai pas parlé. Il y a une hérédité familiale. C'est-à-dire qu'on est diabétique aussi parce que dans notre famille, il y a eu des diabétiques. Et ça rentre en compte, même si ça ne fait pas tout et ça ne justifie pas de dire ah ben non mais moi c'est pas ma faute, je suis diabétique c'est parce que mon grand-père était diabétique. Ça marche pas comme ça non plus. C'est l'association des deux. D'accord, mais Après, docteur, ce non, qu'il faut dis-moi. pas oublier, c'est que il y a la société aussi qui nous conditionne à être comme ça. Donc, voilà, il faut sortir de la culpabilité. Je dis pas que les gens qui ont du diabète ont forcément tout bien fait et ça, voilà, on peut pas dire ça, mais ça veut pas dire que des gens qui n'ont pas de diabète, eux, font tout bien. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui, Donc, il faut relativiser et se dire que, bah voilà, on va essayer de remettre en place ce qui est recommandé en fait pour la population générale. C'est-à-dire bah, bien manger, bien bouger, bien dormir, bien penser. Voilà, comme on le recommande pour tout le monde, bah, le problème, c'est que chez les diabétiques, s'ils ne le font pas, ça se voit sur leurs résultats. Voilà, moi, je leur dis souvent, en fait, c'est une aide, en fait, c'est comme une alarme. Voilà, il faut pas prendre ça comme une punition, mais plus comme une aide, comme par exemple chez les femmes qui ont un diabète gestationnel, donc le diabète pendant la grossesse. On sait aujourd'hui que c'est un risque de développer un diabète de type 2 plus tard, avec l'âge et avec le poids. Donc moi, je leur dis, prenez ça comme une mise en garde de votre corps. Voilà, votre corps vous dit, attention, il faut prendre soin de moi. D'accord. C'est fort ce que vous dites parce que ça me rappelle une phrase qu'une infirmière m'a dite quand j'ai été hospitalisé pour la découverte de mon diabète. Et je lui ai dit, attendez, ouais, c'est embêtant ce truc-là, je vais plus pouvoir manger ci, je vais plus pouvoir manger ça. Et elle m'a mis la nuance en me disant cette phrase, en me disant, mais en fait, vous allez devoir manger comme l'ensemble de la population doit manger, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas un régime diabétique, c'est un régime humain, Exactement. quelque part, que vous allez devoir suivre pour pouvoir gérer tout ça. Et c'est très important, encore une fois, que ça soit su par tout le monde, quoi. C'est très important. Et je reviens sur le côté héréditaire. Est-ce que c'est parce que mon grand-père ou notre grand-père avait eu du diabète que j'en aurais forcément? Est-ce que vous avez quelque part un pourcentage ou une idée ou ça reste dans la famille, ça saute des générations, c'était l'arrière-arrière-grand-père Ça ou... peut sauter des générations, ça peut sauter une génération. Alors là, le chiffre que j'ai en tête, mais je pourrais pas vous sortir la source, c'est à peu près 40% de risque. En Ah oui, fait, l'hérédité joue à 40% et l'environnement à 60%. D'accord? Donc oui, avoir un grand-père ou un père diabétique, on parle du type 2, hein, augmente de beaucoup le risque de développer le diabète, mais l'environnemental, donc, les mesures hygiéniques sont prédominantes. Ça veut dire qu'on peut éviter d'avoir un diabète quand on réunit les bonnes conditions. C'est tout le principe de la prévention, en fait. Tout ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas de diabète, de faire du sport, de manger équilibré, de bien dormir, c'est pour justement essayer de se détacher un maximum de l'hérédité. D'accord, docteur. Mais du coup, vous parlez de prévention et personnellement, pour ma part, et peut-être ceux qui nous écoutent aussi qui n'avaient pas de diabète avant, quand on n'a pas de diabète, entre guillemets, on s'en fout. On s'en fout dans le sens où vous pouvez me dire marchez, faites du sport, faites attention à votre alimentation, faites attention à votre sommeil, faites attention à votre mental. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a pas quelque chose, on ne va pas, entre guillemets, s'en intéresser. Et Oui. je dis ça dans quel sens? Parce que ce que vous faites, le travail que vous faites, que le gouvernement peut faire aussi, que toutes les associations peuvent faire de prévention, de sensibilisation, il est un petit peu difficile parce qu'on n'est pas touché par le truc directement ou indirectement.
Le diabète, ok, attendez, il n'y a pas que le diabète. Hein. Il y a le diabète, il y a d'autres maladies, il y a la maladie de Crohn, maladie de ci, de maladie de ça. Ok, le diabète, c'est super, mais ok, je dois bien manger, ouais, mais je m'en fous, Alors, je veux pas. le diabète, c'est un peu particulier dans le sens où, aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît une personne diabétique. Et aujourd'hui, quand vous parlez aux gens, tout le monde peut vous dire un ami, un proche, quelqu'un de la famille. Tout le monde connaît une personne diabétique. Peu importe le type de diabète, tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose de rare et d'obscur. Le diabète aujourd'hui est omniprésent dans la société. Tout le monde peut vous citer au moins une complication du diabète. D'accord ? Et c'est pas le diabète en soi le problème. C'est évidemment les complications qui peut amener. D'accord ? Alors après, moi, j'aime pas jouer sur la peur. Parce que l'idée, c'est pas de dire oh là là, si vous faites pas ça, vous allez être diabétique et ensuite on va vous couper la jambe. Et puis, alors ça ne marche pas, c'est ridicule. Si la peur marchait, on le saurait. Ouais. Hein, les gens ne fumeraient pas, les gens. Voilà. Donc l'idée, c'est surtout de partir de l'autre côté. C'est-à-dire, soit on a des gens qui sont sensibilisés à ça parce que dans la famille, il y a du diabète. Donc ils savent. En général, les gens qui ont un père, un grand-père diabétique vous disent moi, je sais, je suis à risque d'avoir du diabète. D'accord ? Donc, ceux-là, ils ont, on va dire, cette sensibilité de se dire, il faut quand même que je fasse attention à moi. D'accord ? Pour les autres, on est... alors, moi, je m'occupe aussi beaucoup d'obésité. Donc, l'étape, parfois, on va dire, avant le diabète. Et on sait que même l'obésité a des retentissements et des complications. D'accord ? On va aller tout simplement sur la gêne à la marche, la douleur. Voilà. Donc, l'idée... Après, on ne va pas soigner les gens à leur place. C'est-à-dire, si quelqu'un a décidé que lui, ça ne le concernait pas et que lui, ça lui va très bien de manger des chips toute la journée et de pas bouger, je veux dire, moi, mon travail, c'est pas forcément d'aller secouer ces personnes-là. D'accord ? Il y en a déjà assez qui sont conscients du risque et qui ont envie de mieux faire. Et après, j'ai envie de dire, parfois, c'est aussi l'effet domino. C'est-à-dire que si on voit les gens autour de nous faire bien et qui se portent bien et qui se sentent bien, et ben on a envie aussi d'être bien. Oui. Donc voilà, moi je me dis que c'est plutôt dans ce sens-là et que c'est pas de voir des gens qui vont pas bien, qui vont nous dire, qui va nous faire nous dire, ah là lui il a fait un infarctus donc moi il faut que je mange bien. Ouais. Non. Par contre lui en face il court et moi j'arrive pas. Ah bah je vais peut-être me remettre un peu au sport parce que pourquoi pas courir moi aussi. Ouais, vu comme ça. Et le problème, c'est que c'est pas comme ça souvent que les choses sont abordées. En France, on fait très peur. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne dit pas ne pas fumer pour vous sentir mieux, pour mieux respirer. On dit ne fumez pas pour ne pas avoir de cancer. Oui. Donc on joue beaucoup sur la peur, mais la peur, c'est pas un très bon levier pour la santé. Parce que si c'est ponctuel, ça marche un petit moment, et ensuite, on a cette capacité à dire non, mais moi, ça va aller. Oui, si la peur, ça marchait, comme vous l'avez dit, on le saurait. Et malgré la personne fumerait. Oui. Par exemple. Tout le monde sait que fumer tue ou que fumer, ça amène le cancer ou que voilà. Mais si faire peur, ça marchait, personne ne fumerait. Mais c'est la même question avec l'alimentation. C'est-à-dire, on sait bien que manger gras et sucré, c'est pas bon pour la santé. Ok, ça, bon, je pense qu'à peu près, on va dire 90% de la population en est consciente. Mais moi, la question que je leur pose, c'est d'accord, bon, ça, vous le savez, je vais pas faire votre éducation nutritionnelle là tout de suite, mais donc la question, c'est pourquoi vous mangez ça ? Qu'est-ce que ça vous procure ? Et c'est finalement en répondant à la question sous-jacente de ouais, mais pourquoi j'ai ce comportement-là qui n'est pas sain, entre guillemets ? Pourquoi je fume ? C'est pas de savoir que fumer n'est pas bon, le problème. C'est de savoir pourquoi moi je fume et qu'est-ce que ça m'amène. Parce que ça amène forcément quelque chose de positif quand on fume. Sinon, on ne fumerait pas. Si ça nous faisait mal à chaque fois qu'on fumait, on ne fumerait pas. Donc, c'est que ça amène quelque chose de positif. La question est de comprendre qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça va venir soigner. Et quand on aura compris le fond du problème, là, on pourra jouer sur trouver une alternative. Et moi, souvent, je dis ça aux gens aussi. Je leur dis, OK, vous avez mangé je sais pas, un paquet de gâteaux. OK. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous a fait vous sentir ? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là ? Alors, je ne parle pas de la culpabilité qui vient après. D'accord ? Je parle sur le moment.
est-ce que finalement, vous vous êtes dit quand vous l'avez mangé que ça allait vous aider à vous sentir mieux? Et souvent, moi, je dis aux gens, le fait de manger, c'est une façon de prendre soin de vous. Comme les gens qui fument, ils se sentent mieux quand ils ont fumé. Parfois, pour certaines personnes, ça passe par les aliments gras et sucrés parce qu'on sait très bien que c'est des aliments qui amènent un bien-être, entre guillemets, immédiat. C'est-à-dire quand on mange quelque chose de bon, on se sent bien. Donc, oui, comme vous disiez l'idée, tout à c'est l'heure. d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet aliment? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative? D'où, par exemple, le fait que tout ce qui est relaxation, il y a différentes techniques, que ce soit par la sophrologie, par la méditation, voilà. C'est en plein essor parce que les gens ont besoin de se sentir bien. Et que ça ne sert à rien de faire culpabiliser les gens en leur disant si vous mangez, c'est que vous ne vous contrôlez pas. Non, parce que s'ils mangent, c'est qu'ils répondent à un besoin qu'ils ont. Un besoin qui est sous-jacent et justement, d'où le fait que vous travaillez en collaboration avec un panel de spécialistes pour essayer d'aller chercher. D'accord, là, D'où, par exemple, là, le dernier programme que j'avais réussi à mettre en place, on avait une diététicienne donc, qui aidait les patients, alors pas tellement sur l'équilibre alimentaire, parce que souvent, les gens qui viennent me voir ont déjà plein de notions d'alimentation, ils ont lu une tonne de trucs. Voilà, vraiment, les gens, c'est quelque chose qui les intéresse. Et moi, je trouve ça plutôt positif. Le problème, c'est qu'on a tellement aujourd'hui de sources qu'on ne sait plus est-ce qu'il faut manger du lactose, pas de lactose, du gluten, pas de gluten. Voilà. Donc, l'idée, c'est de refaire un petit peu un point, d'apaiser les gens par rapport à l'alimentation, de manger plus en pleine conscience. Et ça marche très bien, ça, pour les diabétiques, l'alimentation en pleine conscience. Ça aide, au lieu de manger une tablette de chocolat, à manger 1 ou 2 carreaux de chocolat. Mais ça te fait plaisir, à ne pas culpabiliser. Voilà, donc ça a plein d'avantages. Ensuite, il y avait la psychologue qui, elle, travaillait sur tout ce qui était relaxation, confiance en soi, voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y avait l'éducatrice sportive qui, elle, aidait les gens à comprendre que quand on leur conseille de bouger, ça ne veut pas forcément dire se mettre à préparer un marathon. Bouger, c'est au quotidien. Et ça fait partie, c'est aussi important que l'alimentation. Parce que, par exemple, on le voit très bien chez les diabétiques, qu'ils soient de type 1 ou de type 2, l'activité physique permet de faire baisser les traitements médicamenteux. Tout simplement, ça se voit, c'est très parlant. Oui, c'est une évidence, mais c'est vrai que c'est difficile au quotidien. Et ce côté aussi mental que vous avez abordé, il est très important parce qu'on l'oublie, il y a une espèce de charge mentale par rapport au diabète qui est présente. Et docteur, le point central sur lequel toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, elles s'interrogent, et tout ce qu'on voit sur Internet, docteur, est-ce que vous êtes prête? Attendez, c'est bon. 2 questions pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut guérir du diabète d'une manière générale, je dis bien type 1 et type 2 et les autres types, et je parle vraiment du diabète, pas que le diabète du type 1 ou du type 2. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ça, où en est la science? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la main, docteur. Nous vous écoutons très, très attentivement. Alors, je pense que déjà, c'est important de séparer diabète de type 1 et diabète de type 2. Parce que niveau physiopathologie, ça n'a vraiment aucun rapport. D'accord? Le diabète de type 1, je me permets juste de le rappeler, c'est le pancréas de la personne malade qui ne marche plus. Enfin, certaines cellules du pancréas qui ne marchent plus, les cellules qui sécrètent de l'insuline. D'accord? Donc aujourd'hui, le seul traitement qu'on a, on va dire, au quotidien, c'est se substituer à cet organe. Donc, injecter au corps de l'insuline que lui-même ne peut plus produire. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement curatif, donc pour guérir, pour soigner totalement le diabète de type 1. D'accord? Il y a énormément de recherches qui sont en cours, notamment sur les cellules souches, d'accord, pour essayer de faire que ces cellules viennent remplacer les cellules qui ont été détruites par le corps. D'accord? Le problème, c'est qu'il faudrait aussi, il faut annihiler les anticorps qui sont venus détruire ces cellules, pour que si on remet ces cellules, les anticorps ne reviennent pas à nouveau les détruire. D'accord? Donc, il faut travailler sur les deux et remplacer les cellules qui ont été détruites et éviter que les nouvelles cellules soient détruites. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a énormément de travail là-dessus et même si aujourd'hui, il n'y a pas de guérison dans le diabète de type 1, je pense que d'ici quelques années, peut-être, on verra apparaître des
des solutions sur du plus long terme. Néanmoins, donc toujours dans le diabète principalement de type 1, aujourd'hui, il y a eu énormément d'avancées, notamment avec tout ce qui était lecture du glucose en continu et avec la boucle fermée, qui est vraiment un traitement intéressant. Donc, c'est une pompe, en fait, à insuline qui est connectée à la glycémie en continu du patient. Et en fait, la pompe, toute seule, va envoyer la dose d'insuline qui est nécessaire en fonction de est-ce que la glycémie du patient monte, est-ce que la glycémie du patient baisse. Enfin, voilà, elle va réussir à adapter la dose. Donc, aujourd'hui, ça commence à prendre. Il y a déjà plusieurs systèmes qui sont commercialisés, dont une partie même remboursée maintenant en France. C'est vraiment très intéressant puisque ça permet vraiment déjà de soulager le patient d'une importante charge mentale. D'accord. Aujourd'hui, tout ce qui reste à faire avec la boucle fermée qui existe actuellement, c'est rentrer la quantité de glucides qu'on mange et si on fait une activité physique. Le reste du temps, c'est la pompe qui gère. Donc, ça permet vraiment de dégager énormément ses pensées. Ouais, le stress. Et ça amène un équilibre vraiment très intéressant avec... Alors, pour ceux qui parlent encore en hémoglobine glyquée, on peut gagner à peu près 2 points d'hémoglobine glyquée. Maintenant, on parle un petit peu plus de temps dans la cible. Donc là, on a des résultats vraiment assez impressionnants. On limite énormément les hypoglycémies pour ceux qui craignent les hypoglycémies, mais on diminue aussi énormément les hyperglycémies vraiment très hautes. Donc voilà, vraiment un traitement très intéressant et prometteur. Même s'il ne guérit pas le diabète de type 1, il permet de vivre avec de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée et donc à moyen long terme de diminuer les complications. Puisqu'on sait que en fait tout ce qu'on cherche à faire, pourquoi on veut équilibrer un diabète pour éviter qu'il se complique. C'est ça l'objectif. Pour que la personne vive le mieux possible, le plus longtemps possible, sans être gênée au niveau du cœur, au niveau des pieds, au niveau des reins, tout ça, des yeux. D'accord? Donc, voilà, équilibrer le diabète de type 1, c'est déjà une première étape. Le diabète de type 2 et on va dire le diabète métabolique. D'accord? Donc, de façon plus générale, les diabètes qui vont être liés à un problème d'insulinorésistance. Donc, ça veut dire que le patient, lui, il sécrète encore de l'insuline. D'accord? Et souvent, il en sécrète beaucoup. Mais soit cette insuline, elle est moins efficace, d'accord, c'est-à-dire qu'il faudra plus d'insuline pour avoir une même réponse, soit que la sensibilité, c'est-à-dire qu'au niveau des cellules, les cellules reconnaissent moins bien l'insuline. D'accord, donc c'est plein de petits mécanismes différents, mais on peut dire que tout ça, c'est du diabète de type 2. D'accord, je simplifie un petit peu, mais voilà, on va dire que c'est du diabète de type 2. Alors, pour le diabète de type 2, là, la réponse est beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui qu'une perte de poids importante peut amener à la rémission d'un diabète. D'accord? Typiquement avec la chirurgie bariatrique. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est tout ce qui va être la chirurgie de l'obésité. Dernièrement, d'ailleurs, c'est tout récent, il y a eu un avis favorable au niveau de la HAS, parce que la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Oui, bien sûr. D'accord? Il faut avoir un IMC, donc un IMC supérieur à 40 pour y avoir accès, sauf si on a un problème de santé qui est lié au poids, dont typiquement un diabète de type 2. Si on a un diabète de type 2 associé, entre autres, on peut bénéficier d'une chirurgie bariatrique à partir d'un IMC à 35. D'accord. Et aujourd'hui, après, on va dire, tout un tas d'analyses et d'études qui ont été faites, certains professionnels vont même jusqu'à préconiser de permettre une chirurgie bariatrique, donc de la prendre en charge, de la rembourser, à partir d'un IMC à 30 en cas de diabète. D'accord? Alors oui, ça reste une dernière... C'est un plan B, d'accord? C'est à la fin. C'est si la personne n'a pas réussi en faisant attention à ce qu'elle mange, en faisant du sport, en prenant soin d'elle, à perdre ce poids. Mais en tout cas, les études montrent clairement aujourd'hui qu'après une chirurgie bariatrique, on a une rémission des diabètes de type 2. Donc, pourquoi je dis rémission et pas guérison? Parce que les études... Quelle est la différence entre toujours en études, hein. Comment? Quelle est la différence entre une rémission et une guérison? La guérison, c'est que ça a disparu. Ça y est, il n'y a plus, on n'en parle plus. Rémission, c'est qu'il va mieux. Merci. Donc, il peut être amené jusqu'à avoir
on a des patients qui ont une hémoglobine glyquée, une glycémie parfaite après chirurgie bariatrique, sans traitement. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec le temps, une partie de ces patients vont redévelopper un diabète. Donc, un patient qui a eu un diabète avant une chirurgie a un risque augmenté de redévelopper un diabète après une chirurgie. Mais le temps pendant lequel ce diabète va être indétectable, on va dire, En sommeil. ouais, va dépendre de plusieurs facteurs, dont par exemple du niveau de diabète avant la chirurgie. Je m'explique. Si quelqu'un a décidé de se faire opérer d'une chirurgie bariatrique alors qu'on venait de lui découvrir un petit diabète, d'accord, donc il n'était par exemple que sous metformine et mesure hygiéno-diététique, on sait que le temps après la chirurgie pendant lequel il n'aura pas de diabète sera beaucoup plus long que si le patient qui se fait opérer était déjà insulino-requérant. C'est-à-dire un diabète de type 2 où on a essayé plein de thérapeutiques, ça ne marchait pas, on a été jusqu'à mettre de l'insuline. Et après tout ça, il se dit, bon, bah, finalement, je vais me faire opérer. On sait que là, le diabète est amélioré pendant une période plus courte. D'accord ? Voilà, donc on va dire que ma réponse par rapport à la rémission du diabète, la guérison du diabète aujourd'hui, elle est comme ça. Oui, avec une perte de poids importante, on peut en fait équilibrer un diabète sans traitement. Aujourd'hui, c'est ça qu'on considère sur le plan médical. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu un diabète, on a du diabète. Mais on peut avoir un diabète parfaitement équilibré sans traitement. Ou avec un traitement juste par mesure hygiéno-diététique. Donc par le mode de vie, notre mode de vie sain peut, dans certains cas, permettre d'équilibrer son diabète sans avoir besoin de traitement associé. Après, je veux pas non plus que mon discours culpabilise certains patients. C'est-à-dire que c'est pas parce que on peut obtenir ces résultats que tout le monde devrait les obtenir. Moi, je dis souvent aux gens, il y a des moments où on a envie de s'investir à 150% dans sa prise en charge, c'est-à-dire qu'on a envie de faire du sport, on a envie de manger équilibré, de se faire à manger des petits plats, qu'on se sent bien dans sa tête, qu'on est bien au travail, qu'on dort bien, et tant mieux. Et dans ce cas-là, on y va. Et moi, même si je peux, parfois, je baisse les traitements des patients en disant, allez-y, on y va, au moins, on ne prendra pas de risque de faire des hypoglycémies. Mais parfois, on n'a pas envie, on a la tête ailleurs, on a des problèmes au travail, on a eu un décès, on a voilà, plein de choses qui font que c'est pas le moment, le diabète, c'est juste une prise de tête. Et dans ce cas-là, les médicaments viennent aider. D'accord ? C'est pas une punition de prendre des médicaments, c'est un soutien, c'est une aide. L'objectif étant que le diabète soit équilibré. Pour éviter les complications. Donc, à la limite, la seule chose, on va dire, où le patient ne doit s'en prendre qu'à lui-même, c'est s'il refuse de se prendre en charge de façon générale, ni avec les médicaments, ni avec l'hygiène de vie. Là, c'est la seule chose où ça dépend que de lui. Mais pour le reste, on peut l'aider. Et il ne faut pas culpabiliser de prendre des médicaments alors qu'on pourrait courir 2 heures par jour. Effectivement. Merci parce que là, vous nous avez éclairé en rentrant dans les spécificités. Et on en parlait avant l'entretien. Vous n'avez pas été trop technique. Je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde et votre message, il est assez clair. Et on avait besoin de savoir, vraiment de savoir par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit sur Internet, beaucoup de choses culpabilisantes, beaucoup de choses trop dans l'espoir, parce que tout un chacun, type 1, type 2, on a envie quelque part, on peut accepter la maladie, mais on a envie quelque part aussi de s'en débarrasser. Et cette notion de rémission et de guérison que vous nous avez expliqué, elle est vraiment importante. Moi, j'aimerais finir par le conseil du docteur Saïdov. Voilà. Aujourd'hui, je suis diabétique et voilà, j'ai besoin d'entendre une seule chose qui va me suivre tout au long de ma vie, donnée par le docteur Saïdov. Quel serait le conseil ultime que vous pourriez donner à l'un de vos patients pour qu'il soit dans le droit chemin, mais qui ait un impact? Que c'est de faire du mieux qu'on peut en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on se sent capable de faire. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes pour lesquelles cuisiner et manger équilibré, c'est facile. Il y en a pour d'autres pour qui c'est l'enfer. Rien que de penser au repas, ça va être compliqué.
Il y en a d'autres pour qui sortir courir ou sortir marcher une demi-heure, c'est hyper sympa. Ils adorent ça, ils vont promener leur chien. Voilà. Chacun va avoir une affinité particulière envers quelque chose. Et l'idée, c'est pas de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais plutôt de trouver quelque chose qu'on aime faire et qui soit positif pour nous. Donc, ceux qui aiment faire des beaux petits plats pour prendre en photo sur Instagram, allez-y, faites-vous plaisir, faites des beaux plats et publiez-les sur Instagram. Ceux qui aiment aller promener leur chien et de faire une demi-heure de marche par jour et limite faire la course avec leur petit chien, allez-y, promenez votre chien, prenez-en un deuxième. Enfin voilà, l'idée, c'est des conseils pour être en bonne santé, il y en a plein. On ne peut pas tous les faire et voilà, donc il faut s'écouter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est facile pour nous et qu'est-ce qui est plus dur? Et si on part tout de suite sur ce qui est plus dur, on se met soi-même en échec. Donc choisissez quelque chose qui est facile pour vous. Voilà, si vous adorez la méditation et que vous vous rendez compte qu'être plus serein, ça améliore vos glycémies, faites de la méditation tous les jours. Et même si vous mangez un burger. Ah, vous avez vu, vous avez entendu, on a le droit. Mais bien sûr qu'on a le droit, c'est important. Oui, bien sûr. Surtout si on aime ça. Je veux dire, si on n'aime pas ça, il ne faut pas se forcer. Mais si on aime, le problème, c'est qu'à force de ne pas écouter ne pas s'écouter, de dire, voilà, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela, finalement, on ne prend plus plaisir à rien et donc on n'arrive à rien à tenir. Mais si on dit, voilà, mais moi, j'aime manger je dis n'importe quoi, il y a encore un burger, il y a pire, hein, une pizza, enfin, il y a des choses bien pires, c'est pas grave. Moi, mon plaisir, c'est une fois par semaine de manger un burger devant le match. Il faut se faire plaisir une fois par semaine. Enfin, il faut retrouver le plaisir de prendre soin de soi. Et le plaisir d'être, voilà, de faire quelque chose pour soi et de se dire que même si on est malade, on mérite de prendre soin de soi. Voilà, et qu'il y a des façons plus agréables que d'autres. Et donc, à chacun de trouver la façon agréable de prendre soin de soi. Et que moi, je pense que c'est quand on se fait plaisir qu'on peut le faire pendant longtemps. Effectivement. Et je raisonne vraiment tout à fait de la même manière. Et ce que vous avez dit, ça me touche à titre personnel parce que c'est ce que je pense aussi. Je me dis souvent qu'il faut travailler ou faire les choses avec enthousiasme parce que ce qu'on fait, on ne fait que bien que ce qu'on aime en fait. Voilà, c'est ça. Donc si on se force tous les jours à faire quelque chose qu'on n'aime pas, à la fin, on n'en pourra plus. On va non seulement craquer, mais en plus, on va tout envoyer bouler. On va faire l'inverse. Alors que juste se faire plaisir en disant, voilà, moi, j'aime, je sais pas moi, le basket. J'aime l'escrime. J'aime, voilà, trouver un sport qui vous fait plaisir, par exemple. J'aime être avec des amis. Voilà. Et aller faire une activité avec des amis. Que ce soit du yoga ou que ce soit de la danse, peu importe. Mais voilà, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir. Et en fait, plus vous ferez les choses avec plaisir et plus vous les ferez longtemps et plus vous vous sentirez mieux et ça sera un cercle vertueux. Effectivement. Docteur Saïdov, merci énormément. Merci pour toute la valeur que vous nous avez apportée lors de cet entretien. Avec plaisir. Vraiment, merci de m'avoir sollicité. Ah non, mais je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé parce que votre approche, elle est vraiment intéressante, comme celle d'autres professionnels, je pense. Mais aujourd'hui, c'était votre voix qui nous a importé d'écouter. Et je pense que quelqu'un, quelque part, je sais pas, dans le fond du Kansas, je sais pas si on nous regarde aux États-Unis ou je sais pas où, je pense que vous avez inspiré quelqu'un aujourd'hui. Le but de la chaîne, c'est vraiment d'impacter l'idée et transformer la vision de la pathologie. Et vous êtes tout à fait rentré dans ce silo-là, en nous apportant vraiment des pistes de réflexion qui sont assez intéressantes. Je finirai par vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver parce que là, du coup, votre cabinet va être rempli. Vous vous rendez compte que toute la France va venir chez vous, ce docteur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut vous contacter, docteur? Sur Doctolib. D'accord. Voilà. Très bien. Sur Doctolib. Vous exercez dans quelle région, docteur? Alors, j'exerce en Île-de-France. Alors là, je suis en plein changement de lieu d'exercice. Donc, je ne peux pas encore vous donner l'adresse finale, mais bientôt en Île-de-France. D'accord. En tout cas, on pourra toujours vous retrouver sur Doctolib. Voilà. Très bien. Ça sera vraiment
un plaisir et encore une fois, merci pour la facilité que vous m'avez donnée pour faire cette entrevue. Vraiment un bon contact et j'ai été vraiment très rapide de pouvoir vous avoir, docteur. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bonne journée. Au revoir, docteur. Au revoir.